Bienvenue au premier Café Théia. Les cafés Théia s'inscrivent dans une constellation de webinaires qui sont proposés dans chacun des pôles et dispositifs de Dataterra avec des objectifs communs d'ouvrir un espace de rencontres et d'échanges réguliers, de mieux comprendre vos besoins, de présenter des données et ressources et services nouveaux et accessibles dans chacun des pôles, et puis de former aux bonnes pratiques de gestion de données. Donc, peut-être certains sont familiers des cafés Audatis, mais donc maintenant, il y a des cafés Théia, puis il y aura des cafés dans chacun des pôles. Aujourd'hui, on va avoir une présentation de deux produits de suivi des forêts, FormT et FormSpot. On aura le 21 mai un webinaire sur les nouvelles approches des données thermiques. Il y aura donc un webinaire par mois, toujours le jeudi et toujours dans cet horaire de 13h30 à 14h15 pour bien prendre un café. Et avec l'idée donc de donner la parole aux producteurs et utilisateurs de données sur des sujets techniques, thématiques ou pragmatiques, le champ est large, pour découvrir les données, les ressources et services du pôle Théia. Et donc aujourd'hui, donc, on va avoir deux produits de cartographie des forêts françaises, Forms l'ensemble des produits Forms et puis de FormSpot, qui vont être présentés par Martin Schwartz du LSCE, qu'on remercie. Il va faire les deux présentations à la suite l'une de l'autre, sauf s'il y a beaucoup de questions sur la première. Merci d'écrire les questions qui vous viennent dans le chat au fur et à mesure, comme ça on pourra les regrouper et vous donner la parole. On aura donc un échange d'une dizaine de minutes autour de vos questions. Et puis, Rémi Cresson du CDS Théia MTD nous montrera comment on peut manipuler ces données et accéder aux services sur la plateforme du CDS. Voilà. Eh ben, je vais me taire et donner la parole à Martin. Et bon café. Donc oui, je vais vous présenter les données qui sont sur Dataterra, sur Théia, donc FormST et FormSpot. Donc c'est des données qui sont issues de travaux de recherche au LSCE, qui est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui se trouve sur le plateau de Saclay. Donc c'est des données qui sont issues de travaux de recherche que j'ai fait moi. Donc moi je suis postdoc au LSCE, j'ai fait ma thèse au LSCE et là je suis en postdoc, et donc c'est des travaux issus de ma thèse et de mon postdoc. Les premières données, c'est les données FormST puis FormSpot, et l'idée, c'est que c'est des données de cartographie des forêts à haute résolution avec différents capteurs satellites. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, l'idée, c'est de passer d'images satellites à une carte qui montre des propriétés sur les forêts. Donc, par exemple, ici, on a un exemple de passage d'une image optique à une carte de hauteur de forêt. Et l'intérêt de faire ce type d'études, c'est d'avoir des revisites temporelles fréquentes, une continuité temporelle depuis la création, enfin le lancement du satellite jusqu'à aujourd'hui, une grande couverture spatiale et des données qui sont gratuites et libres d'utilisation, en tout cas les données qu'on utilise dans ces deux études. Pour les données FormST, alors Form, c'est juste un acronyme qui veut dire Forest Multiple Source, c'est pas très intéressant. Et T, c'est pour Time Series. Pourquoi FormST? Parce qu'avant, il y avait une première carte Forms qui était la carte de 2020 sur la France, qui n'est pas sur Dataterra. Et là, on a des cartes de 2018 à 2024 pour l'instant, et 2025 va être ajoutée bientôt. Donc l'idée pour créer ces cartes-là, c'est qu'on va utiliser des données satellites, des données de hauteur des arbres, donc là, pour les cartes de hauteur en tout cas, les mettre dans un modèle de deep learning. Ensuite, on va avoir des cartes de hauteur. Et ensuite, on va passer à des cartes de volume et de biomasse forestière en utilisant des relations allométriques qui relient la hauteur à ces autres paramètres. Donc d'abord, pour comprendre comment on fait ces cartes, on utilise des images satellites qui viennent des satellites Sentinel-1 et 2. Donc vous avez des exemples à gauche, c'est un capteur optique, et puis Sentinel-1, c'est un capteur radar. Donc là, on a une image reconstituée radar en bas. Les données de hauteur, ça vient de JEDI, qui est un module qui est sur la Station spatiale internationale. C'est un module LIDAR. Donc le principe, c'est que ça envoie des rayonnements infrarouges sur Terre qui vont se refléter sur les branches des arbres, sur les différents éléments des forêts. Ça va créer une sorte de forme d'onde comme ça qui nous donne la structure verticale des forêts. Et de là, on peut extraire, par exemple, la hauteur des arbres. Et donc, on va avoir, par exemple, si je reprends cet exemple sur la forêt de Crécy dans la Somme, les données de JEDI sur cet endroit ressemblent à ça. Donc, c'est plein de petits points éparpillés un peu partout.
qui nous donne la hauteur des arbres. Donc, plus les points sont clairs, plus les arbres sont hauts. Mais ce n'est pas très pratique à utiliser si on veut avoir des informations sur les forêts. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette information, mais de façon spatialisée grâce aux données, aux imageries satellites. Donc, on a nos données d'entrée. Puis, le modèle qu'on utilise, c'est un UNet. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus. C'est un modèle de deep learning, en fait, qui marche très bien pour ce type de tâches. Et donc, on va obtenir des cartes de hauteur. Et donc, c'est ce que je vais montrer là. Ça, c'est la carte pour l'année 2020 en France, donc, qui est disponible sur Dataterra, sur Theia. Et donc, c'est une carte à 10 mètres de résolution. On voit différentes forêts en France. Et en fait, plus c'est jaune, plus les arbres sont hauts. Donc, on voit assez facilement que, par exemple, dans les Vosges, on a des forêts qui sont plus hautes en moyenne que, par exemple, en Sologne ici ou dans les Landes en bas à gauche. Et donc, si on fait un zoom, donc là, c'est un zoom dans une petite région dans l'Yonne. Ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est l'image Sentinel-2. Et ça, c'est sa traduction en carte de hauteur. Donc, par exemple, ici, on voit une forêt qui est plus haute que les autres en haut à droite. Voilà, c'est juste un exemple pour voir à quoi ressemble la donnée. On voit bien chaque parcelle de forêt qui est délimitée et on voit les différences de hauteur entre les différentes parcelles. Pour donner un autre exemple visuel, là, donc c'était les mesures JEDI, et suite à l'application du modèle, on obtient quelque chose comme ça, qui est beaucoup plus beau, on va dire, et puis beaucoup plus pratique à utiliser. On a vraiment une carte continue avec des pixels à 10 mètres de résolution. Donc ça, c'est vraiment un exemple visuel. Donc c'est un jeu de données qui est validé avec des mesures indépendantes. C'est un jeu de données qui est validé sur des mesures terrain d'inventaire forestier. Donc, on a regardé les mesures de l'IGN et on a regardé au même endroit la hauteur donnée par notre carte de hauteur. Et donc, ça, c'est ce qu'on obtient. Donc, on a une validation assez bonne par rapport aux autres jeux de données qui existaient avant, en tout cas. Et on a une erreur moyenne de 3 mètres environ sur les hauteurs. Donc, ça, c'est pour l'année 2020, mais on l'a fait sur toutes les années. Et ensuite, donc, si on veut avoir des données de biomasse, ce qu'on fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va regarder la hauteur des arbres et la biomasse au même endroit donné par l'inventaire forestier, et on va regarder une relation entre les deux, et on en a une pour les conifères et une pour les feuillus. Et en fait, on va appliquer cette relation en utilisant une carte conifère-feuillu sur toute la France pour obtenir une carte de biomasse, et on l'a fait à 30 mètres de résolution parce qu'en fait, les données d'inventaire forestier sont à 30 mètres, et donc ça paraissait plus logique en fait d'avoir cette carte avec des pixels de 30 mètres plutôt que de 10 mètres. Et on fait la même chose pour le volume, et c'est comme ça qu'on obtient la carte de volume aussi. Une fois qu'on a ces cartes annuelles, on peut regarder l'évolution temporelle. Donc là, on a un exemple dans les Landes, une plantation de pins maritimes. Et on voit l'évolution temporelle. Donc, je ne sais pas si ça marche le GIF, je pense que oui. On voit année après année l'évolution de la hauteur des arbres. Et donc, on voit plusieurs choses apparaître, notamment ici, on voit une forêt qui est plantée, en fait, qui pousse petit à petit. Et en haut, ici, on voit une forêt qui va disparaître à un moment, donc une baisse de hauteur. Et donc, si on regarde la différence entre l'année 2023 et l'année 2018, on obtient quelque chose comme ça, où on a donc des croissances de hauteur quand c'est vert, et quand la hauteur décroît, ça devient rouge, et donc on peut avoir une idée des endroits où ça a été coupé ou des endroits où les forêts croissent. On a essayé de regarder un peu plus cette croissance ensuite, à partir de ces données. Donc, par exemple, si on prend toujours dans cette même région des Landes pour avoir un exemple assez parlant, on peut regarder la hauteur en 2018 sur un très grand nombre de points, et puis la hauteur en 2023 sur un autre grand nombre de points. Donc, on a regardé tous ces points-là. Puis on enlève tous les points où il semble avoir des baisses de hauteur un peu absurdes, ou alors ou très grandes, qui peuvent correspondre à des coupes entre les 2 années. Et ensuite, on a ce scatterplot, et puis on peut regarder la croissance moyenne, donc la différence entre pour chaque classe de hauteur, la différence. Et si on reporte ça sur ce graphe, on a ça en 2018 et 2023. Si on fait ça chaque année, on a cette croissance en fait annuelle qu'on peut observer grâce à ces données. Donc ça, c'est agrégé sur toute une région, mais ça nous permet de voir qu'en fait, par exemple, pour les arbres qui ont une hauteur par exemple, de 5 mètres environ, l'année d'après, en 2019, ils ont une hauteur qui est quasiment 1 mètre supplémentaire en moyenne dans cette région. Évidemment, dans les Landes, ça pousse assez vite.
Et on peut faire ça sur plusieurs régions et sur plusieurs espèces. Et d'ailleurs, quand on fait ça sur plein d'espèces différentes, donc là c'est en anglais le nom des espèces, parce que ça vient d'une présentation que j'avais faite en anglais, on voit différents régimes de croissance, et donc c'est assez intéressant, on peut extraire plein d'informations intéressantes de ce jeu de données. Donc par exemple, Evergreen Oaks, ce sont les pins, les chênes verts dans le bassin méditerranéen, et on voit qu'en fait, il n'y a pas du tout de croissance. Enfin, en tout cas, on ne peut pas la repérer parce que c'est des croissances très lentes, alors que des espèces comme, par exemple, le peuplier ici, on voit qu'en fait, surtout quand ils sont assez petits, ils ont des croissances très fortes d'une année à l'autre. Et voilà. Donc, c'est des données assez intéressantes qu'on peut extraire de ce jeu de données. Un autre exemple un peu plus visuel, on peut regarder après les feux dans les Landes en 2022, on peut voir en fait, là c'est la forêt de la Thèse de Buch, là à côté de la dune du Pilat. On peut voir la dégradation post-incendie, donc on peut voir qu'après l'incendie, là il y a plein de patchs de forêt qui manquent, et puis 2 ans après, il n'y a vraiment plus rien. Et donc on peut voir comment les forêts ont été coupées ensuite, celles qui restaient en place, comment elles ont été coupées après l'incendie pour récolter le bois restant, ou pour ne pas laisser sur pied du bois mort. Voilà, donc ça c'était sur la partie Forms T. Pour les données Forms POT, donc l'acronyme Forms est toujours là, mais il veut dire autre chose maintenant, ça veut dire Forest Mapping with Spot Time Series. Spot, en fait, c'est un satellite à beaucoup plus haute résolution que les satellites Sentinel. Donc, on a des données à 1,50 m de résolution qui nous permettent d'avoir sur la France vraiment des images beaucoup plus résolues. Et on a de la chance, c'est que chaque année en France, on a une mosaïque de données Spot accessible gratuitement via via Dynamis. Donc, c'est vraiment super, et via Dataterra, du coup, qui nous permettent de faire des études très intéressantes à très haute résolution. Donc, l'idée de ces données, à la base, c'était de regarder si on pouvait suivre des petites perturbations dans les forêts en Europe, parce qu'en fait, en Europe, il y a plusieurs études qui nous permettent d'avoir des séries temporelles de perturbations dans les forêts, donc des coupes, des incendies, enfin, tout un tas de perturbations qu'il peut y avoir dans les forêts. Mais c'est basé sur des satellites avec des résolutions plus faibles, avec 30 mètres de résolution, le satellite Landsat, ou avec Sentinel-1 ou Sentinel-2 à 10 mètres de résolution. Ça ne nous permet pas d'observer des fines perturbations. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'avec ces données-là, où on a quand même 10 ans de données d'affilée, est-ce qu'on pourrait observer des perturbations à l'échelle plus fine? Donc, en France, justement, on a une opportunité pour aller au-delà de cette limite de résolution. On a ces mosaïques annuelles spot, et on a du LIDAR HD, donc c'est des données de hauteur qui sont prises par avion sur tout le territoire. Donc, ça donne vraiment des super données pour entraîner un modèle. Et donc, à partir de ça, on s'est dit, on va entraîner un modèle, on va avoir des cartes de hauteur chaque année, et en regardant la différence entre 2 années, on va regarder si on arrive à voir des toutes petites perturbations. Donc, le principe est un peu le même, sauf qu'on remplace les images satellites de tout à l'heure par des images spot à plus haute résolution. Les données de hauteur, on les remplace par des données LIDAR HD au lieu d'avoir les données JEDI, donc c'est plus haute résolution aussi. Et on change le modèle, c'est un modèle plus récent en termes dans le domaine de la computer vision et du deep learning. C'est un modèle qui a fait ses preuves et qui fonctionne mieux. En gros, c'est les modèles de Transformer, pour ceux qui connaissent un petit peu, que ça intéresse. Ensuite, on obtient des cartes de hauteur on va débruiter temporellement. Ça, c'est un passage très important, et je vais revenir dessus après avec une image, parce que c'est important pour savoir, quand on utilise les données, qu'il y a eu ce débruitage temporel. On obtient une série temporelle de hauteur, et là, on peut avoir des perturbations des forêts. Donc, juste sur cette histoire de débruitage temporel, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Ça, c'est les hauteurs qu'on obtient à 1,50 m de résolution. Et en fait, si on regarde bien, il y a une grosse variabilité d'une année à l'autre. Et en fait, une fois qu'on applique le débruitage temporel, on obtient quelque chose de beaucoup plus lisse temporellement, ce qui va nous permettre de faire ces études sur les perturbations. Mais on peut aussi perdre des informations de croissance. Donc, c'est vraiment un jeu de données qui est plutôt là pour regarder les perturbations que l'évolution de la hauteur. Et donc ça, c'est ce qu'on obtient. Donc là, c'est à l'échelle de la France, c'est les 11 années de carte de hauteur. Et là, on voit sur la droite l'évolution temporelle des hauteurs dans une zone où on voit vraiment presque à l'échelle de l'arbre, c'est-à-dire qu'on peut distinguer un peu les arbres à cette résolution, ce qui était vraiment impossible avec les données Forms T que j'ai présentées avant. Pareil, quand on valide avec l'inventaire forestier ces données-là, on a quelque chose d'assez bon, mais qui est en fait moins bon
que les données FormST, aussi parce que cette haute résolution, il y a plusieurs problèmes dans la façon dont on crée le modèle et tout. C'est plus compliqué d'obtenir des hauteurs qui soient bien précises. Et ce qu'on remarque notamment, c'est que pour les hauteurs les plus élevées, on a une sous-estimation. C'est-à-dire qu'entre 30 et 35 mètres, là, en fait, on va prédire plutôt des hauteurs autour de 25 mètres. Donc, ce qui peut poser un problème aussi, et c'est important de l'avoir en tête lors de l'utilisation du jeu de données. Ensuite, de ces données FormSpot, on va extraire donc, des polygones de perturbation qu'on appelle FormSpot delta, delta comme différence, parce qu'on regarde la différence d'une année à l'autre, et ça, c'est un jeu de données qui est disponible aussi sur Theia. Et donc, pour les extraire, ça, c'est juste la méthode. Donc, j'ai montré avec du lidar aérien, et ensuite, ce qu'on fait avec FormSpot de façon équivalente. On a les hauteurs d'une certaine année, les hauteurs de l'année d'après, où là j'ai mis 3 ans après. Ensuite, on applique un seuil de 5 mètres de hauteur, de perte de hauteur. Donc là, ça active tous les points qui sont blancs ici, et ici pareil. On applique un filtre morphologique qui va nous permettre d'enlever tous les petits points en fait, qui sont des fausses détections. Et ensuite, on va transformer ça en polygones. Et donc là, en haut, on a les polygones réels quand on a 2 revisites de lidar, donc ce qui est très rare et pas du tout possible sur toute la France. Et en bas, on a les polygones qu'on peut obtenir chaque année sur toute la France. Et donc, on voit qu'il y a une bonne correspondance, même si, évidemment, la résolution ne sera jamais aussi bonne que ce qu'on peut obtenir avec des données aériennes. Voilà, là, c'est un autre exemple visuel de vraiment ce qu'on obtient avec ces données. On a l'image en 2014, l'image en 2024, et après, ça, c'est toutes les perturbations qu'on obtient entre 2014 et 2024 en faisant cette recherche de polygones année par année. Et donc, tout ça, c'est des forêts qui ont été coupées, et donc la date de coupe correspond à la couleur qui est indiquée sur la droite. Et donc, on a ça sur toute la France, et donc ça nous permet de faire des analyses ensuite sur comment évoluent les coupes en France. Et donc là, voilà, on a j'ai remis le GIF qu'on avait tout à l'heure avec les évolutions des hauteurs, et à droite, on a l'évolution des coupes année après année, donc ce qui nous permet d'avoir vraiment les perturbations en forêt, une évolution temporelle de ces perturbations. On a essayé de comparer avec d'autres produits pour essayer de comprendre un petit peu à quel point on voyait plus que les autres choses qui existaient. Et donc, tout à gauche, vous avez les vraies perturbations, on va dire, qui viennent de revisites aéroportées de lidar. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas partout, mais on a à certains endroits quand même où on peut justement évaluer ça. Ici, on a ce que nous, on obtient avec nos données. Et ensuite, sur la droite, vous avez tout un tas d'autres jeux de données qui existent, qui permettent de détecter des perturbations en forêt. Et en fait, ce qu'on voit juste visuellement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ces nouvelles données, on peut détecter des beaucoup plus petites perturbations qui sont presque à l'échelle d'un arbre, ce qui n'était pas vraiment le cas avec les autres jeux de données. Hein. C'est vraiment essentiellement lié à cette grande résolution. Et donc, ça peut être très pratique pour essayer de voir dans une forêt, voilà, s'il y a par exemple de la coupe sélective ou en tout cas de la mortalité. Enfin, en tout cas, si un arbre tombe, on pourrait le détecter avec ces données-là, alors que ce n'est vraiment pas possible avec d'autres jeux de données existants. Alors, là, c'est peut-être un petit peu compliqué à voir, c'est une figure du papier, mais en fait, l'idée, c'est que quand on classe les perturbations par ordre de taille, on peut essayer de voir à quel point on est bon pour les voir ou pas. Et donc, avec ce jeu de données, en fait, peut-être si on regarde juste ce qui est tout à droite ici, et on regarde que la courbe rouge qui correspond au jeu de données dont je parlais, on voit qu'en fait, à partir de 100 mètres carrés, donc en fait, c'est l'équivalent de 10 mètres par 10 mètres, on commence à avoir des très bonnes performances pour détecter toutes les perturbations. Et qu'en dessous, on arrive à quelque chose, mais c'est quand même, ça se dégrade dès qu'on se rapproche de perturbations petites. Donc, il y a encore une marge de progression. Et on n'arrive pas à détecter des toutes petites perturbations qui font de l'ordre de 1 pixel dans ces données. Et donc ensuite, on peut faire des analyses à l'échelle de la France avec ces données. Donc là, je montre ici plusieurs analyses. Peut-être si on commence par ce qui est à gauche ici, ça montre plus c'est rouge, plus en gros les forêts sont perturbées.
Et en fait, vous voyez, il y a des hexagones, et puis il y a des hexagones qui sont plus petits ou plus grands, et la taille des hexagones correspond à la fraction de forêt dans cette zone, parce qu'il y a des endroits où c'est très perturbé, mais il n'y a pas beaucoup de forêt. Donc, par exemple, dans le nord de la France, ici, en fait, on voit que les forêts sont extrêmement perturbées, mais c'est des endroits où il y a assez peu de forêt, c'est pour ça que les hexagones sont petits, mais par contre, ils sont très rouges. Ici, il y a beaucoup de forêts dans les Landes, bon ça, c'est pas une surprise, et ils sont très perturbés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coupes, etc. Et pour le coup, le pourtour du bassin méditerranéen, il y a beaucoup de forêts, mais en fait, il y a très peu de perturbations. Ça, c'est une moyenne annuelle sur tout l'ensemble de la période du jeu de données. Et ensuite, ici, on voit la proportion des perturbations qui sont très petites par rapport à la proportion de perturbations totales. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'avec ce type de données, on peut savoir que, par exemple, dans les zones montagneuses comme en Corse ou ici dans les Alpes, ou même dans les Vosges ou un peu dans le Jura, les petites perturbations ont une place très importante dans les perturbations totales en termes de surface, alors que dans des endroits comme dans la forêt des Landes ici, elles n'ont aucune place. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est plus foncé que. Donc, enfin, quand c'est foncé, là, ça indique qu'on est proche de zéro. Et puis à l'inverse, quand on regarde les grandes perturbations ici, on a quelque chose de totalement inversé où dans les zones montagneuses et tout, il n'y a aucune grande perturbation, alors que dans les Landes ici, on en a beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est un peu un aperçu de ce qu'on peut faire avec ces jeux de données comme analyse scientifique. Ensuite, les jeux de données sont sur Dataterra, enfin sur Theia, et ils sont accessibles et utilisables par tout le monde. Donc normalement, c'est totalement. Enfin, vous pouvez appliquer, non pas faire des grandes cartes comme ça, mais par exemple, s'il y a un intérêt à regarder une zone particulière, l'évolution temporelle des perturbations, ou bien l'évolution des hauteurs en utilisant le jeu de données plutôt FormST, tout ça, c'est possible assez facilement avec Dataterra, et donc c'est ce que va présenter Rémi après. Donc, les données que Martin a présentées, elles sont hébergées dans le CDS TEIA de Montpellier, de la MTD, donc, de la Maison de la Télédétection. Bon, voilà, un petit rappel, il y a 4 CDS pour le moment dans TEIA, et donc il y en a un à Montpellier. Et donc, ce CDS, il est muni d'un catalogue stack. Donc, c'est un catalogue qui permet de centraliser toutes les collections de données. Et puis, pour rappel, donc notre CDS, il est très centré sur les thématiques des forêts, sol et culture agricole, pays du Sud. Donc, ce qui est pas mal, c'est que sur la forêt, donc on a FormST, FormST Spot, et on a plein d'autres produits sur cette thématique. Donc, c'est assez intéressant pour les scientifiques ou les acteurs publics, par exemple, de pouvoir mobiliser toutes ces données-là dans des logiciels comme QGIS, par exemple. Donc, c'est ce que je vais vous présenter plus tard. Voilà, donc des produits qui présentent des informations sur sur les forêts. Alors, on a des modalités d'accès assez innovantes dans ce CDS, grâce à Stack, notamment, et puis aussi, avec un format d'image qui s'appelle le Cloud Optimized Geotiff, qui permet donc c'est juste un format d'image, en fait, si vous voulez, et une fois que ces images, elles sont enregistrées dans ce format, on peut les streamer sur internet comme si on streamait une vidéo, par exemple, sur YouTube. Donc on ne télécharge pas l'intégralité de la donnée, on va télécharger uniquement des petites portions, donc qui correspondent à l'emprise qu'on est en train de regarder, mais ça peut être aussi le niveau de zoom qu'on est en train de regarder. Donc c'est très intéressant parce que si vous travaillez sur des petites parcelles forestières, vous pouvez, faire ça en temps réel, manipuler cette donnée sans avoir à la télécharger. Donc ça, on va voir ça un peu plus tard. Donc ça, c'est des modalités d'accès dans ce format d'image, natif pour le cloud dont je suis en train de parler, qui sont plus propices, à leur utilisation dans QGIS ou bien avec des kits de développement, Python ou R, hein, que je vais présenter plus tard. Mais sinon, il y a la bonne vieille méthode où, on va sur, un site internet et on peut visualiser, télécharger, et cetera les images. Donc je vais commencer par ça. Voilà. Donc là, vous avez donc, le portail, vous pouvez voir, que là, il y a plusieurs produits, hein, et vous pouvez retrouver donc FormST ici. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez retrouver, le DOI, donc comment citer le travail de Martin, et cetera. Vous avez une petite, voilà, une application vraiment minimale pour faire de la visualisation, de la donnée, et puis vous pouvez, télécharger aussi, la donnée directement.
Mais bon, aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter autre chose. C'est comment est-ce qu'on peut accéder à ces données dans QGIS. Je trouve que c'est ça qui est plutôt intéressant pour vous. Alors voilà, là j'ai démarré QGIS et je vais maintenant me connecter au catalogue stack du CDS de Montpellier. Donc je vais me connecter au catalogue stack, voilà. J'ai une liste de collections qui est disponible et là je vais sélectionner la collection FormST et puis je vais faire une recherche en filtrant par date pour trouver uniquement la couche FormST sur 2022. Voilà, donc là je vais importer donc la couche qui correspond aux hauteurs des arbres à 10 mètres de résolution. Hop. Et là en fait, j'affiche ceci, mais j'ai rien téléchargé. Donc là je vois la France entière et si par exemple je zoome sur, je sais pas, les Landes par exemple, hop. Donc là je vais afficher une portion de l'image qui est en haute résolution, donc si je fais ça, voilà. Mais j'ai pas téléchargé l'intégralité de la donnée et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas juste de la visualisation, c'est vraiment les vraies données que l'algorithme de Martin, il produit. Là, j'ai cliqué sur un pixel. Vous pouvez voir qu'on a bien des valeurs encodées en 16 bits. Donc c'est pas compressé. Enfin, c'est compressé, mais sans perte. Donc ça veut dire que concrètement, vous pouvez vraiment utiliser cette donnée, donc cette carte de hauteur, des arbres, pour faire des traitements ou bien des statistiques ou vraiment ce que vous voulez en fait. Vous pouvez utiliser n'importe quel composant de la boîte à outils de QGIS qui permet de faire des traitements avec GEDAL, GRASS, etc., etc. Voilà, vous pouvez faire votre cuisine. Et c'est pas fini, vous pouvez en fait ajouter d'autres trucs. Donc vous pouvez par exemple, on a un autre produit qui s'appelle ForDead, donc c'est de la surveillance de la surveillance sylvo-sanitaire, donc vous pouvez pareil importer des couches, etc. Bon là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de FormST, donc là, si on prend FormST et qu'on fait la même chose, par exemple, FormSpot, pardon. Voilà, je vais faire la même chose, mais je vais importer la carte de hauteur d'arbre, donc sur la même année, hein, 2022, qui est obtenue à partir de Spot 6.7. Donc celle-là, elle est plus à 10 mètres de résolution, elle est à 1,50 m de résolution. Donc là, vous pouvez comparer les 2 produits comme ça là, vous voyez ça c'est FormSpot T et ça c'est FormSpot, FormST, ouais, décidément. Enfin, vous avez compris quoi, donc c'est très impressionnant et là, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'en fait, bah, bon là, j'étais dans les Landes, mais je peux aller regarder, en Franche-Comté, par exemple, hop et là, c'est pareil, j'ai rien téléchargé en fait, bah, j'ai juste sélectionné une autre emprise géographique et je suis capable après d'aller, enfin QGIS pardon, est capable d'aller streamer cette donnée, de récupérer les bonnes tuiles, et cetera. Et encore une fois, tout ça, c'est de la donnée que vous pouvez vraiment traiter derrière, comme si c'était un fichier en local en fait. Voilà. Si je clique sur ce houppier là, par exemple, je retrouve bien une valeur qui est donc, encodée, en 16 bits. Encore une fois, c'est pas de la visu, c'est vraiment la donnée réelle du produit de Martin. Voilà. Alors ensuite, on a, quelque chose qui est un peu plus orienté pour, les gens qui font de la data science, ou des applications un peu plus, statistiques, des choses comme ça. Ça s'appelle un kit de développement. En gros, c'est un petit package, en langage de programmation qui vous permettent de rapidement, accéder aux données. Donc on en a 2 pour le moment. On en a un qui est en Python et un qui est en R. Bon, concrètement, voilà, c'est un facilitateur de l'accès aux API, donc qui vous permettent de récupérer les fichiers, en streaming comme ça. Voilà, donc c'est des choses assez simples à utiliser. On a de la doc, en ligne qui vous permet d'aller, voilà, il y a des tutoriels, des exemples, c'est vraiment très simple. Je veux dire, c'est Python, c'est pas compliqué. Et il y a un collègue qui a fait la même chose pour R, donc Florian de Boissieu, qui a développé RStack TIA. Voilà, donc vous avez toutes ces modalités d'accès. Les gens qui préfèrent télécharger la donnée un peu à la façon classique, les experts en système d'information géographique qui vont utiliser des choses comme QGIS, et après des gens qui vont être plus proches du développement informatique, du traitement automatique des données, qui vont plutôt favoriser des kits de développement logiciel. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Merci en tout cas à tous ceux qui se sont connectés. En effet, n'hésitez pas à écrire à Martin ou écrire ou à Rémi pour prendre en main les données et les outils qui sont proposés par le CDS de Théia à Montpellier, à la MTD. Je vous donne rendez-vous le 21 mai pour un café qui sera autour des données thermiques et des données infrarouges. Donc, c'est un peu d'autres types de données, avec des interventions de Jean-Louis Rougeant sur les produits qui vont en préparation dans le cadre de la mission Trishna, et puis de Jérôme Triquet de la société Constellaire, qui présentera ses produits thermiques par rapport et leurs applications pour la recherche. Bon après-midi.